Jackie le Mat, l'homme et le bandit par Frédéric Ploquin et Christine Imbert. Journaliste d'investigation et auteur de livres sur le grand banditisme, Frédéric Ploquin vient de sortir son nouveau livre sur une figure incontournable de la pègre française, Jacques Imbert dit Jackie le Mat, aux éditions Plomb. Écrit à quatre mains avec l'épouse de Jacques Imbert, Christine, ce livre est une véritable plongée au cœur de l'histoire criminelle à travers des anecdotes évoquant un univers où se croisent grand banditisme, showbiz et politique. Digne d'un bon thriller français, Frédéric et Christine ressuscitent ce caïd et nous invitent à découvrir à la fois l'homme et le bandit. Entretien avec Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Comment vous m'entendez bien là? Oui, on vous entend très bien, c'est parfait. Merci de nous recevoir pour le petit journal toulousain de la page culture. On va parler de votre livre Jackie le Mat, le parrain, le showbiz et les politiques aux éditions Plomb. La première question que j'ai envie de vous poser, Frédéric, c'est comment vous est venue l'idée de faire un livre sur Jackie le Mat? Moi j'avais, ça fait 30 ou 40 ans que je collecte toutes les informations concernant Jackie le Mat, parce que je sais, de par ma fréquentation du milieu d'un côté et des policiers de l'autre, l'importance qu'il occupait dans le milieu français, c'est-à-dire une place absolument centrale. Et je ne pouvais pas faire un livre sur lui de son vivant, parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'auraient pas pu être écrites, notamment son implication, la manière dont il s'est vengé à chaque fois qu'on s'en est pris à lui, etc. Donc j'ai attendu, et après sa mort en 2019, j'ai eu la bonne surprise, on va dire, d'avoir un appel de sa veuve, donc de Christine Imbert, qui me contacte et qui me dit qu'elle aimerait bien, elle, publier un témoignage de ce qu'elle a vécu dans sa vie privée et intime avec cet homme qu'elle considère comme son mari et pas comme un grand voyou. Là, je l'écoute et je me réjouis aussitôt, parce que je vois bien que tout de suite le livre qui pourrait naître de cette union, c'est-à-dire un livre où on est à la fois l'intimité d'un bandit, comment il se comportait, je sais pas moi, lors d'un contrôle routier par exemple avec les gendarmes, comment il se comportait avec ses amis à la maison, qui il recevait dans l'intimité de la maison de son épouse à Fuveau, là, sur un peu au large de Marseille, des choses comme ça que j'aurais jamais eu autrement. Et de l'autre côté, la facette du voyou. Et je trouve que c'est un peu comme dans une série télévision, dans une série télé. Dans une série, vous avez besoin de l'intime. Sauf que là, on n'est pas dans la fiction, on est dans le vrai. J'ai quelqu'un qui m'a fait cette réflexion, qui a déjà lu le livre, qui m'a dit, mais voilà, je me suis cru dans une série, et sauf qu'effectivement, c'est la réalité. Donc cette alliance entre Christine, la veuve, et moi a permis d'avoir les deux facettes, c'est-à-dire le noir et le blanc, le mari, le papa, l'homme attentif, qui fait acheter ses parfums par sa femme, qui fait repasser ses chaussettes pieds sensibles par sa femme, tous ces petits détails qui donnent de la chair et qui permettent d'accentuer ce contraste finalement entre le voyou déterminé, qui fait peur à tout le monde, qui est une terreur dans le milieu français, qui raquette les bandits, qui vit sur le dos des cercles de jeu à Paris, donc qui est un peu au-dessus de tout le monde dans le milieu, et puis qui, à la maison, est un homme formidable, aimant, qui gâte sa femme, etc. Voilà, je trouvais que ça permettait de faire un livre un peu différent des autres. Ça a mis longtemps pour écrire ce livre? Non, mais longtemps, il faut être patient avec l'écriture. Et c'est vrai que j'ai d'abord il fallait que Christine et moi on se parle pendant des heures et des heures pour accoucher de cette partie de l'intimité que voilà, Christine, c'est pas une femme, contrairement à son mari d'ailleurs, c'est pas une femme qui vit dans les livres. Autant Jackie le Mat, lui, était un grand lecteur, un érudit. C'est aussi ça, moi, qui m'a retenu d'ailleurs sur lui, c'est que c'est pas seulement le dernier parrain, le dernier beau mec, c'est aussi l'un des rares voyous qui avait une vraie érudition. Écoutez, quand même, j'en ai rencontré aucun
qui s'est mis à chanter de l'opéra devant moi. C'est aucun qui ait déclaré son amour au bel canto, parce que c'est devant moi comme ça. Aucun bandit qui aimait autant la musique, les opéras. Et ça, c'est peut-être dû au fait que c'est l'un des rares grands voyous français, il y en a eu d'autres, mais peu, qui soient nés dans une famille, on va dire, bourgeoise, puisqu'il est né à Toulouse, et que son père, sa mère, c'était une pied noire de Tlemcen, mais son père, c'était vraiment un ingénieur aéronautique qui avait qui avait du personnel sous ses ordres, qui était un patron, et qu'il a... Comment ? Voilà, c'est ça. Il quitte à ce moment-là, mais après toute sa vie, il va réapprendre à l'aimer et le respecter, et il va énormément s'occuper de ses parents, retourner régulièrement à Toulouse, et notamment quand lui-même va être menacé, je sais qu'il va financer même le déménagement de ses parents à plusieurs reprises pour qu'ils soient tranquilles, pour qu'ils aient une vie tranquille. Donc Toulouse, c'était vraiment son berceau, on va dire. Et dernière chose pour la musique et le papa, c'est que le père, donc c'était un ténor, et je crois qu'il chantait pour Nougaro ou avec Nougaro. En tout cas, il allait régulièrement à des répétitions et il emmenait son fiston dans les répétitions, et c'est pour ça que Jackie aimait à ce point-là et le bel canto et tout ce qui était un peu où lui mettiez Barry White, les violons, etc. Il fondait. C'est drôle quand même. Oui. Et d'ailleurs, on le sait pas assez, mais Jackie Lemat adorait Toulouse. Finalement, il aura vécu plus à Paris qu'à Marseille. Et je pense que dans son cœur, Toulouse pesait beaucoup plus que Marseille. Il disait, Marseille, c'est les... Mais là, on va créer des tensions. Il disait, c'est les bonbons Haribo et l'OM. Et il préférait la vie de Rose nettement. Hein. Je veux dire, c'était... Et pourtant, il s'est quand même installé à la fin dans le quartier de l'Opéra. Et c'était quartier de l'Opéra. Il était chez lui. Et ça, c'est ce que raconte aussi Christine. C'est intéressant. C'est ses parties de cartes avec les commerçants juifs de Marseille. Là, il adorait. C'était aussi ça sa vie. Hein. C'est pour ça. C'est quelqu'un qui un jour peut enfourcher une moto et aller tuer un individu comme Antoine Guérini, patron du milieu marseillais, pour venger son ami à l'époque, Robert Blément, ancien commissaire de police défroqué. Ça, je trouve, c'est aussi une phase inouïe de l'histoire du milieu, mais un commissaire de police de la DST qui tourne la veste, qui investit et qui s'investit dans les cercles de jeu à Paris et qui devient le meilleur ami de Jackie Lemat au bar des Trois Canards à Pigalle, c'est quand même, c'est très romanesque en fait. Vous qui l'avez rencontré, si vous aviez à nous le présenter, vous diriez quoi sur Jackie Lemat ? C'est quelqu'un d'entier, il a un caractère entier, mais en même temps très affectif, quoi. C'est ça qui est étonnant, quoi. C'est ça qu'on découvre. D'un côté, il fait parler l'affect régulièrement, et quand il s'attache à quelqu'un, comme ça a été le cas avec ce jeune garçon qu'il a rencontré en prison à la fin, là, dans son dernier Doudou, là, dont je parle. Je veux dire, c'est une amitié, il se serre dans les bras, enfin, c'est un truc très fort. Il avait ce côté comme ça, très démonstratif, dans un sens comme dans l'autre. Quand il aimait ou quand il détestait. Voilà, quand il détestait, ça pouvait aller très loin. Mais quand il aimait, il était hyper généreux. Et je pense que c'est une des clés de sa survie, d'ailleurs, cette générosité. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup d'argent à beaucoup de monde, alors que d'autres, ils reprochaient justement à son protégé, la Francis le Belge, de pas assez redistribuer. D'ailleurs, oui, il avait une mentale. Voilà, c'est dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, oui, absolument. Absolument, effectivement, c'était un des derniers qui avait un peu des valeurs comme ça, notamment la fidélité, l'amitié, et puis d'un courage inouï, et puis une détermination incroyable, et puis quand même assez doué, parce qu'il est quand même devenu champion de France de trot attelé en l'espace de 3 ans. Il tombe amoureux des chevaux et il donne tout, et il se retrouve champion de France quand même. Il rencontre Alain Delon dans un café, dans une boîte de nuit en 1960, et ils deviennent amis pour la vie. Donc il y a quand même, voilà, c'est ça, ce côté un peu amitié, fidélité. Et là, on comprend à quel point Delon, d'ailleurs,
c'est focalisé, attaché. Je pense que Alain Delon, s'il n'avait pas été aussi beau, belle gueule, il ne serait pas devenu acteur, il serait devenu voyou, je pense. Et c'est donc, voilà, il avait pas forcément toutes les qualités requises pour le devenir, parce qu'il faut être prêt à risquer sa vie régulièrement, mais il avait... Et donc ça explique cette fidélité. Et c'est pour ça qu'au début du livre, je raconte quand même, parce que ça, j'ai puisé ça dans les rapports, ce truc incroyable, où il était aussi proche de Antoine Guérini que Jackie Lemat va tuer, que de Jackie Lemat lui-même, aussi proche de Gaëtan Zampa que Jackie Lemat va vouloir éliminer, parce qu'il a essayé de le tuer, que de Jackie Lemat lui-même. C'est étonnant, il était de... Alain Delon, c'était des deux ou des trois côtés, si je puis dire. Il était partout, quoi. Il connaissait les plus grands. D'ailleurs, dans le livre, vous faites référence au film La French de Cédric Jiménez, et vous dites qu'un des personnages, en fait, c'était l'image de Jackie Lemat. C'est ça, hein, c'est un personnage qui jouait le Jackie Lemat. Il y a un moment donné dans le café, dans l'ombre d'un café, il y a un vieux au fond comme ça, mais je ne sais plus qui est l'acteur qui le joue. Et ce personnage serait inspiré de lui. Et ça, il l'a pas dit à beaucoup de gens parce que son truc, ça n'a pas été la drogue toute sa vie, hein, Jackie. Mais à un moment donné, j'arrive. À un moment donné, il va. C'est-à-dire que c'est normal. Il fréquente au bar des Trois Canards les gens qui tiennent. On va dire le commerce de l'héroïne avec les États-Unis à l'époque. Il fréquente Marcel Franchise, il fréquente, non seulement il fréquente, mais il va devenir son employé et après il va même le supplanter pour moi. Mais bon, c'est une autre paire de manches, mais ce que je raconte un peu dans le livre, c'est qu'il va devenir l'homme fort des cercles de jeu à Paris et qu'il va en vivre jusqu'à la fin de sa vie. Et ça c'était pas racontable de son vivant non plus. Mais à l'époque de la French, il est copain, il est proche. Les Guérini ont un pied dedans, les franchisés ont un pied dedans. Il est avec eux, et donc forcément, il peut pas rester en marge totalement de cette histoire. Et voilà, il a confié à plusieurs personnes qu'il avait joué à cette époque-là déjà un rôle, quoi. De toute façon, quand on était à Marseille, on pouvait pas échapper à la French quand on était évolué. De tous les beaux mecs que vous avez rencontrés, Jackie Lemat, ça reste le plus grand pour vous? Pour moi, pour moi, c'est tous ceux que j'ai rencontrés finalement, je m'aperçois étaient pour beaucoup soit ses ennemis, soit ses alliés. Mais ses alliés au sens plutôt, je veux dire quand vous vous rendez compte que Francis Lebelge, qui est quand même quelqu'un de connu parce qu'il a un nom qui claque, etc. C'était son élève. Et donc voilà, Francis Lebelge, dont certains croient que c'était le plus grand voyou de l'époque, c'était son élève, c'est lui qui va le chercher à la sortie de la prison, c'est lui qui l'habille, c'est lui qui le fait, voilà. Et aujourd'hui, quand vous regardez, quand moi je croise des voyous, ceux qui m'appellent depuis la sortie du livre, c'est oui, t'as raison, Frédéric, c'est le plus grand, quoi. C'était le plus grand d'entre nous, quoi. Donc je pense que oui, je veux dire. Et puis sa longévité, quand on calcule le nombre si on fait en nombre de quinquennats, dans la voyoucratie il n'y a pas d'élection, donc ils s'en foutent, mais il aura duré 10 quinquennats, j'ai calculé, c'est à peu près 50 ans quand même. Et ça, je crois que c'est un cas unique dans l'histoire du milieu, rester comme ça au sommet de la vague, au sommet de cet univers parallèle, voilà, depuis aussi longtemps. Et mort de sa belle mort. Et mort de sa belle mort en plus. Et en plus, il a échappé il s'est quand même tiré de 22 balles. Hein. Il s'est quand même relevé de 22 balles, ce qui signifie, moi je trouve que rien que cette histoire qui fait qu'il prend 22 balles et qu'il se relève, je trouve que ça dit toute la force et l'énergie de ce type. C'est quand même pas donné à tout le monde. Il a trouvé en lui les ressorts et l'énergie pour survivre et se remettre debout et se venger. Et je pense qu'il était à ce moment-là animé par l'idée qu'effectivement, comme il avait reconnu au moins l'un de ceux qui lui avaient tiré dessus, en fait ils vont mourir tous les trois qui étaient sur ce coup-là. Mais je pense que il a tiré aussi l'énergie de cette séquence inouïe là, où on veut le mettre à terre, quoi. Alors,
comment vous avez fait pour écrire parce que vous avez écrit, en fait, vous êtes mis dans la peau de... Ouais, je me suis mis dans la peau de cette femme pour écrire. C'est ça qui j'ai cherché deux écritures. C'est pour ça qu'on a choisi l'italique et le non italique, pour précisément qu'il y a deux livres en un, quoi. Et on passe du regard de l'épouse aimante au regard du spécialiste du crime. C'est marrant, c'était ça le choix.